Bonjour à tous. D'abord, merci d'être là. Nous aussi, on est très heureux d'être parmi vous et de partager avec vous notre maigre expérience, mais au moins celle-là d'avoir créé notre société et donc d'avoir rencontré une rencontre entre un porteur de projet et un CTO. Donc en fait, le titre est un peu trompeur parce qu'en réalité, l'histoire commence jamais comme ça. À la recherche de mon CTO, c'est quasiment la dernière étape avant de le rencontrer. La manière dont ça démarre en réalité, souvent, c'est par une idée. Moi, ce qui s'est passé, c'est que il y a un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. Ok. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je travaillais dans un cabinet de conseil et il y a un e-commerçant, un client qui est venu vers nous avec une problématique et qui m'a dit bon bah voilà Daniel, lui c'était un e-commerçant très traditionnel, hein, type Zalando ou autre. Vous allez sur son site et vous pouvez naviguer soit par catégorie d'achat, donc je cherche un t-shirt ou je cherche des pompes, soit par marque. Et donc, il vient vers moi il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Il me dit bah voilà, moi j'ai rentré une nouvelle marque, je suis très content, on a fait une super affaire. Le problème, c'est que j'arrive pas à l'intégrer sur mon site parce que les catégories d'achat de cette marque correspondent absolument pas aux catégories d'achat de mon site. Par exemple, ce que cette marque-là appelait un top, parfois ça tombait chez lui dans le t-shirt, des fois ça tombait dans le pull. Et il me dit bah j'ai quasiment les 10 000 références à me faire à la main. Donc je dis ok, bon, et en bon consultant que j'étais, je lui ai donc dit bah voilà quelques-unes des solutions qu'on peut t'apporter. La première c'est eh ben, t'as pas le choix, tu le fais à la main, ça va te prendre 3 jours et ça va te coûter à peu près 1 500 euros. La deuxième solution c'est que tu prends un stagiaire. Euh, Évidemment, ça va faire 3 jours aussi parce que finalement, on est quand même sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Donc finalement, il n'y a aucune plus-value à ce que le patron d'une boîte fasse ça lui-même. Enfin, il mettra tout autant de temps qu'un stagiaire. Seulement, bon, il faut le temps de l'embaucher. Et puis après, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Et puis évidemment, c'est ce pourquoi j'étais payé, hein. On va trouver une super machine qui va être capable de faire de la reconnaissance d'image et de dire, bah voilà, cette image-là, ça tombe chez toi dans le t-shirt ou ça tombe dans chaussures. Seulement pour faire une machine comme ça, je me suis rendu compte qu'il fallait plusieurs dizaines de milliers d'euros, que ça mettait des mois à paramétrer et que ce n'était pas toujours très efficace. Et donc l'idée est venue comme ça, de se dire, bah finalement si j'avais une foule de personnes qui étaient capables d'être mobilisées à la demande et payées à l'acte, donc par exemple là on est tous réunis ici, chacun je vous aurais donné une photo et vous m'auriez chacun dit, bah voilà cette photo là chez toi ça correspond à une chaussure ou ça correspond à un t-shirt. Et donc de mutualiser l'ensemble de ces besoins comme ce commerçant, de prendre tous les besoins et de créer en fait une plateforme, une foule de contributeurs pour traiter ces besoins qui sont, on va dire, manuels. Finalement, la proposition de valeur qui se trouvait là, c'était d'une part de faire gagner du temps, comme dans cet exemple, pour toutes les tâches qui étaient mécaniques mais non automatisables, pas faisable par la machine, gagner du temps. Et la deuxième proposition de valeur, c'était de se dire, ben voilà, aujourd'hui, pour tout un tas d'applications, la machine est capable de faire, mais elle n'atteint pas 100% de réussite. Je ne sais pas si vous avez travaillé déjà sur sur des algos de sémantique, type analyse de sentiments. Vous mettez dans la machine 100 000 tweets, et à la fin, il vous sort un score, il dit, bah voilà, le ressenti, c'est plutôt positif, négatif ou neutre. Sauf que l'intervalle de confiance de ces résultats-là n'est pas énorme. Souvent parce que la machine ne comprend pas le deuxième degré, ne comprend pas l'ironie. Donc il faut le faire traiter à la main. Et on se dit, bah voilà, ça c'est une deuxième proposition de valeur, c'est lorsque la machine n'arrive pas à atteindre 100%, bah, on peut le faire passer à la main. Et finalement, c'est comme ça qu'on a créé Full Factory. On avait l'idée, être la première plateforme française de crowdsourcing. Donc me voilà, en mars 2013, avec une brillante idée. Mais évidemment, le chemin était encore extrêmement long, puisque l'idée c'est bien, mais l'idée c'est rien. Tout est dans l'exécution. Et donc je me suis mis, voilà, mars 2013, et je me suis dit, bon bah voilà, j'ai posé ma démission. 3 mois plus tard, bon, j'ai pris un peu de congé parce que je me suis dit que la route allait être longue et que ça allait être une expérience difficile. Et puis dès septembre, je me suis mis à la recherche de mon CTO. Alors moi, j'avais encore mes réflexes de consultant. Donc voilà, donc le profil type que je cherchais, c'était, voilà, je voulais déjà un super geek, quelqu'un qui code dans tous les langages, qui soit expert. Je voulais surtout pas prendre quelqu'un qui travaille avec moi. Je voulais absolument un prestataire parce que je me suis dit, bah moi, c'est moi qui ai eu l'idée. Il n'y a aucune raison que je laisse des parts à quelqu'un. Et je voulais vraiment quelqu'un qui soit interchangeable. Je cherchais vraiment une ressource. Donc je me suis mis en chemin, en route. Voilà, les canaux de recherche par lesquels je suis passé. Donc j'ai écumé je ne sais combien de meet-up techno, j'ai harcelé famille, amis, connaissances professionnelles, j'ai écumé mon réseau de messages LinkedIn et autres.
Des sites de rencontres, alors je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est des sortes de mythiques pour rencontrer son CTO ou inversement pour rencontrer des porteurs de projets. Je ne connaissais pas, c'est des espèces de Tinder du web. C'est pas mal, ça marche plutôt bien. Et puis aussi, j'ai fait du sourcing agressif. Alors du sourcing agressif, c'est, y a un site que j'aime bien qui correspond plus ou moins au code que je recherche ou à la techno que je veux. Je les appelle en mode client mystère et je leur demande quelle est l'agence qui a développé ou qui est leur développeur. On essaye de sourcer comme ça. Bilan des courses avec cette méthode, j'ai rencontré 15 personnes, 15 potentiels, on va dire, prestataires. Donc là, on était quasiment fin d'année 2013. Et malheureusement, catastrophe. En fait, ça marche pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, c'est mon postulat de base qui était pas bon. Avec les 15 personnes que j'ai rencontrées, finalement, ce qui se passait à chaque fois, c'est que j'avais quelqu'un en face de moi à qui je voulais ressentir de l'implication de sa part. Je voulais l'entendre dire « il est bien ton projet, on va y aller, on va foncer ensemble ». Et de l'autre côté, je lui disais « ben non, finalement, tu n'es qu'un prestataire, tu es interchangeable ». Et c'est complètement antinomique et ça ne fonctionnait pas. Et finalement, quand je suis un peu sorti de mon prisme un peu consultant, que j'ai compris c'était quoi être un entrepreneur ou un start-upper, j'ai un peu revu mon profil idéal. Et finalement, c'était plutôt celui-là. Avec le premier point, c'est j'y crois à mort. Et ça, c'est avant toute chose. C'est quand on rencontre quelqu'un, il faut que le type en face de soi, et c'est vrai dans les deux sens, hein, c'est quelqu'un qui soit porté par votre projet. Le jour où j'ai raconté à Mickaël mon projet, il avait les yeux écarquillés, il m'a dit mais c'est génial, j'avais jamais entendu parler de ça, il faut qu'on y aille, on va réussir. Et ça, c'est clairement le premier pilier du succès dans cette rencontre. Le second, c'est que c'est un associé. Créer une entreprise, une start-up a fortiori, c'est beaucoup de joie, mais surtout beaucoup d'efforts. Un associé, c'est quelqu'un avec qui voilà, on partage un bout de nos vies ensemble. Voilà, dès qu'on rentre 1000, 2000 euros, on a l'impression qu'on est des futurs Bill Gates et qu'on a l'impression qu'on va devenir millionnaire ou milliardaire. Dès qu'on a un bug, un prestataire qui foire un peu, on a l'impression que ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde. Donc voilà, il faut que ça soit un associé, quelqu'un qui soit aussi impliqué que vous dans la boîte, quelqu'un qui ait envie, tout simplement. Le dernier point, il n'est peut-être pas vrai pour tout le monde, en tout cas pour moi ça l'était. Moi c'était ma première création d'entreprise, donc j'avais peut-être besoin, envie de me rassurer, j'avais envie d'avoir quelqu'un en face de moi qui avait déjà entrepris. J'avais envie d'avoir un entrepreneur, quelqu'un qui a la pêche, le dynamisme, parce que finalement c'est quand même des personnalités un peu différentes. Hein. Tous les développeurs, tous les potentiels CTO, on passe ces velléités à entreprendre. Donc finalement, voilà, j'ai rencontré Mickaël, qui est le cofondateur. Voilà, c'est comme ça plutôt que. Et voilà. En fait, tout ça pour vous dire une chose simple, c'est que en face de vous, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des gens avec qui vous allez être associés. Donc de se dire déjà, je recherche un associé, c'est déjà le premier pas vers le succès. Maintenant, pour terminer juste un peu ce partage d'expérience. Sur la négociation, parce que voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui pourra vous intéresser. Moi, de mon point de vue de porteur de projet, j'avais surtout peur j'avais vraiment envie de prendre aucun risque. Moi, j'avais démissionné de mon job, il me restait quelques économies, mais je voulais surtout pas prendre de risques, ni à court terme, ni à long terme. Mon risque à court terme, il était évident. C'était que si c'était quelqu'un que j'associais, à qui je donnais 60-70% de la boîte, mais zéro en cash, c'était que finalement, ils me disent, bon, bah, finalement, ton projet, il est sympa, mais bon, voilà, j'ai une autre opportunité, je me barre. Donc, pour gérer mon risque court terme, j'ai cru bon, en tout cas, de mettre une part de cash pour avoir une relation un peu contractuelle. Alors, c'était bien sûr infiniment moins que si j'avais dû prendre un prestataire que j'aurais payé en faisant, bref, le cycle traditionnel du client prestataire. Et le second risque que je voulais gérer, c'était mon risque long terme. Mon risque long terme, c'était finalement de se dire, si j'avais pris juste un prestataire, quelqu'un que j'avais payé pour faire ma plateforme, qui m'aurait fait la maintenance pendant 3 mois, et ben finalement, c'est zéro évolution, zéro flexibilité, zéro scalabilité, agilité, enfin, bref, tout ce qui fait qu'une startup est une startup et qu'elle peut pivoter et peut-être commencer à créer de la valeur voilà, rapidement et prendre des options un peu différentes en fonction des ressentis qu'a le marché. Donc pour gérer ce risque long terme, voilà, il fallait bien associer la personne qui était en face de moi, mais ça corrobore tout à fait le point précédent, c'est quelqu'un qui est impliqué avec vous, qui est porté par le projet. Voilà pour ce bref retour d'expérience sur comment j'ai rencontré mon CTO.
Ah, pas de question. Ah si. Ah, en fait, je sais pas, peut-être. Enfin voilà, s'il y a des questions, je pense que c'est un sujet intéressant. On a tous. Alors, ton prénom? Bonjour. Bonjour. Moi c'est Nazia. Vous avez parlé de sites de rencontres pour CTO. Oui. Est-ce que vous avez des noms? Alors, on en a fait pas mal. Hein. C'était quoi? Des Timizy. Il y avait. Ah oui, j'aurais pu vous les mettre, mais il y en a un paquet vraiment. Hein. Je vous laisse chercher sur Google parce que je les ai plus en tête. C'était il y a 2 ans maintenant, mais ça marche plutôt très bien. Le taux de réponse est autour de 70% pour les porteurs de projets, en tout cas de mon point de vue. Mais bon, il y a de tout. Il y a des gens qui sont en poste et qui sont bloqués pendant encore 6 mois, 1 an. Et il y a des gens qui sont en disponibilité immédiate. Donc voilà, ça demande quand même un temps certain de rencontre en physique pour arriver à son but. Sur un site de rencontre. C'était pas Adopte un mec. Oui. Ah, c'est une bonne question. Je l'ai pas testé. C'était vraiment des échanges. On s'est vu, je crois, 2-3 fois dans la même semaine. Lui a bien accroché avec le projet. Moi, j'ai bien accroché avec lui. Il m'a raconté un peu les projets sur lesquels il avait travaillé. J'ai senti qu'il était. Enfin, après, c'est beaucoup de fit aussi. Hein, vous savez. Enfin, je pense c'est valable pour les CTO, mais c'est valable aussi pour n'importe quelle interview d'un développeur dans une société. C'est pas forcément toujours sur les aspects techniques. Voilà, l'important, c'est que j'ai compris qu'il était capable de se former, même à une techno qu'il ne connaissait pas forcément. Simplement, le plus important pour moi, c'est qu'il avait envie, qu'il avait évidemment une base technique solide. Il avait déjà 8 ans d'expérience. J'ai vu certaines de ses réalisations, donc j'avais aucun doute sur le fait qu'il soit capable de développer Full Factory. Dans une startup, moi je dis 0. Très honnêtement. Dans une boîte traditionnelle, pourquoi pas? Mais dans une start-up, on est tous à la fois des geeks, à la fois des commerciaux. Enfin, je veux dire, quand on est 2-3 personnes, on fait tout du sol au plafond. Hein. Mickaël aime pas tellement ça, mais il prend la parole de temps en temps, il pitch. Moi aussi, de temps en temps, quand il y a un problème, je sais pas, d'algorithme. Enfin, on prend tous les problèmes tous les deux. Donc, évidemment, il a une part de. Enfin, il a développé le produit. Donc, évidemment, c'est quelque part un geek, mais c'est aussi et surtout un commercial et le cofondateur d'une société. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a une autre conférence qui va démarrer. Donc, on remercie en tout cas Daniel Merci à vous. pour le sujet hyper intéressant. Merci.